Hello, bonjour. Bienvenue sur cette présentation où je vais vous parler d'un petit retour d'expérience sur lequel j'ai participé sur la mise en œuvre de stacks alternatives à Node.js sur du développement back-end. Je m'appelle Mathieu Gandin, je suis développeur. J'ai par le temps passé travaillé dans une très belle startup qui s'appelait Appenine. J'ai été technical leader chez lesfuac.com, consultant chez Octo. Et aujourd'hui, je travaille chez Dilitrust. Et Dilitrust, c'est quoi? Alors, c'est le slide un peu corporate, mais je vais essayer d'aller vite. C'est 5 applications en SaaS pour faire du legal tech. Alors, ce slide va m'être utile parce qu'il va poser un peu le contexte dans le cadre de l'expérimentation qu'on a mis en place. C'est que en fait, chaque application fonctionne globalement quasi en standalone. Et on a des travaux pour essayer d'agréger certains services et d'en séparer certains autres. On parlait d'approche microservice pour aller vite. Et dans ce truc-là, on avait besoin de commencer à provisionner des utilisateurs de manière globale dans toutes les applications, sachant que chaque application est capable de déjà provisionner les utilisateurs. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va implémenter une API publique qui va proxifier l'ensemble des fonctions de provisioning d'utilisateurs. Et ce que l'on va exposer sur l'API, on va implémenter la RFC Scheme. Scheme, si vous ne connaissez pas, c'est une spécification ouverte qui permet de dire voilà comment, ça donne une norme pour voilà comment provisionner des utilisateurs, les mettre dans certains groupes, et ça se branche sur certains systèmes comme Okta ou Keycloak. Et du coup, comme c'est normé, c'est très facile en OpenAPI d'intégrer au fil de l'eau des utilisateurs dans notre système. Alors, l'application sur laquelle je travaille un peu plus au quotidien, c'est le module de gestion de contrat. Le back et le front sont en TypeScript. Le back tourne sur Node.js et expose des API GraphQL. Et c'est cette API-là qu'on a commencé à proxifier. Et on s'est dit, bon, on y va, on continue de coder ça en TypeScript. Il faut qu'à la fin, parce que tout ça tourne sur un cluster Kubernetes, ça se déploie dans du Docker avec Kubernetes. Et allons-y, pourquoi pas? C'est le moment de tester des nouvelles stacks sur un projet aussi critique que celui-là. Et donc, alors, critique oui et non, parce que c'est quelque chose qui n'est pas aussi stressé que le reste des API. Et donc, en gros, on a accepté dans le projet de prendre un peu de temps pour expérimenter sur des stacks alternatives à Node.js, donc à savoir Dino et Bun. Et on s'était dit, aussi, on a pris le temps d'expérimenter et on s'était dit, OK, on accepte aussi de râler de temps en temps parce que ça va être, en fonction des stacks, il va y avoir un peu de courbe de changement. Et on était prêt à encaisser cette petite courbe de changement. Et l'idée, c'était aussi de voir si on les teste, qu'est-ce qu'on y gagne et surtout quels problèmes on va avoir en contrepartie. Parce que bon, chaque solution vient avec ses problèmes. Qui parmi vous, alors si vous êtes là, je m'attends à y avoir du monde, qui parmi vous utilise Node.js au quotidien? OK, donc très bien, vous connaissez très bien Node.js. Je vois quelques mains qui ne sont pas levées, je rappelle vite fait. Ça a été créé par Ryan Dahl en 2009. Évidemment, comme vous avez beaucoup levé la main, c'est largement utilisé par tous les développeurs TypeScript et par beaucoup de développeurs TypeScript et JavaScript. Ça ne vient pas avec son package manager, il faut installer NPM et Yarn. Si vous voulez faire du projet TypeScript, puisque Node.js comprend du JavaScript, il faut transpiler. Ça fonctionne sur un moteur Chrome V8, et puis c'est single thread, comme l'Arc qui est parti sur la Lune. Et ça supporte l'API Worker. Pardon, je suis allé un peu vite, pour comprendre d'où vient Deno, il faut partir des problèmes de Node.js qui ont tenté d'être améliorés avec Deno. Et Deno a aussi été créé par Ryan Dahl, donc le créateur de Node.js, en 2018, pour améliorer 4-5 principaux problèmes qu'il avait et des choix de design qui étaient pas forcément, qui étaient cohérents à ce moment-là, mais qui sont avérés avec le temps pas très sympas à l'usage. Je vous invite à regarder sa vidéo 10 Things I Regret About Node.js, où il explique l'ensemble des problèmes de manière beaucoup plus détaillée que moi qu'il a rencontré et comment il a il a proposé des améliorations avec Dino. Et donc, qui dit changement d'approche, qui dit amélioration, dit changement d'approche volontairement en rupture un petit peu avec Node.js, avec le modèle de sécurité, avec le système de build,
notamment, il fallait proposer beaucoup plus de tweaks que ce qu'il y avait juste avec Node.js et sortir des problématiques du package.json qui peut être un peu trop compliqué par rapport à ce qu'on a besoin d'en faire et de notre module qui aspire l'univers entier avec ses dépendances. Et proposer des outils un peu plus intégrés, améliorer la développeur expérience par rapport à Node.js. Et il y a aussi des choses beaucoup plus techniques, mais dans lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails, c'est notamment la manière dont on va utiliser des lib systèmes de manière un peu plus simplifiée par rapport à ce que fait Node.js. C'est toujours un moteur Chrome V8, c'est toujours basé sur un moteur Chrome V8 et c'est développé en Rust et c'est toujours single-threaded. Je vais passer un peu de temps parce que pour le coup, c'est celui qui a le plus de ruptures par rapport à Dino, a beaucoup plus de ruptures par rapport à Node.js. Donc je vais détailler un peu tout ce qu'on a découvert en tentant d'implémenter le premier use case de l'API Scheme qui est aller retrouver un user sur un ID. Alors, on s'est dit, il va falloir qu'on commence par exposer un serveur HTTP sur le port 8080. Et donc, ça se fait en 2 lignes comme ça. Donc, Dino vient directement avec son serveur HTTP qui est dino.serve. Vous allez lui donner un ensemble d'attributs. Donc là, je donne juste le port sur port 8080. Et j'ai un handler pour retourner une réponse directement en dur qui dit bonjour. Alors, concrètement, ça ressemble, ça ressemble à ça. Je vais zoomer un petit peu. Et vous voyez, il y a un petit truc qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a un hashbang. Et si on regarde la tête de ce script, il est exécutable. Et en fait, à partir du moment où vous mettez le hashbang, vous pouvez donner les options vous donnez les paramètres pour lancer ce script. Et en gros, là, je peux lancer le serveur en faisant /src, serveur.ts, et hop, j'ai un serveur qui tourne. Et je vais sur le port localhost 80, ça dit bonjour in Deno. J'ai pas besoin de tirer les données module, rien du tout. J'ai juste installé Deno, j'ai lancé ce truc-là, et déjà j'ai un bout de serveur, c'est cool, ça marche. J'ai pas besoin d'aller faire toutes les phases de setup aussi compliquées, on va dire, que ce qu'on avait avec Node.js. Alors, un autre truc qui change un petit peu avec Dino, ça va être aussi la manière dont il gère les imports. Alors, oui, donc typiquement, il a deux grandes manières d'exposer les imports, soit de manière complètement absolue. Et donc, en fait, Dino propose d'utiliser un ensemble de standards librairies qu'il expose, et vous allez importer carrément en donnant l'URL du fichier que vous voulez, dans lequel se trouve la dépendance que vous voulez utiliser. Il supporte les ECMAScript modules, et exactement comme vous pourriez le faire dans le navigateur, et vous êtes aussi obligé d'indiquer l'extension du fichier de dépendance que vous voulez tirer. Donc là, vous voyez que mon import est en .ts et je veux récupérer une fonction de colorisation. Il est quand même compatible avec npm, et donc en fait, si vous voulez réutiliser une lib de npm, vous faites npm : et vous pouvez la récupérer. Et pareil aussi avec Node.js, vous mettez node : et vous pouvez récupérer des outils node.pm comme par exemple les libfs. Et donc si je lance le script, qui est lui aussi exécutable, en gros, là je fais un fetch sur une API, je colorise le résultat, je lis un fichier .json, donc là c'est un fichier que je vais vous présenter juste après, et puis j'utilise une lib qui fait des emojis. À noter que vous pouvez vous amuser à faire des scripts utilitaires avant même de partir sur des serveurs. On a eu un dev front dans notre équipe qui a utilisé un script Deno pour débugger un problème qu'on avait. En gros, sur le front, on avait des tests qui se lançaient, qui plantaient, on ne savait pas trop comment, mais dans certaines conditions. C'est des tests de QA qui sont lancés sur des gros scripts Selenium. Et il fallait récupérer tous les rapports HTML générés par Selenium et comprendre, dans certaines occurrences, pourquoi ces erreurs étaient levées. Et il se trouve que manipuler du HTML en TypeScript, JavaScript, c'est pas mal parce qu'on peut gérer du DOM assez facilement pour aller en extraire les données qui ont été ensuite analysées et traitées. On aurait pu faire ça en Python, mais on s'est dit en TypeScript, pourquoi pas. C'est peut-être un peu plus simple à manipuler. Donc on peut s'amuser à faire des scripts directement exécutables et en TypeScript.
À noter aussi qu'il y a des imports absolus, mais il y a aussi des imports relatifs. Évidemment, vous pouvez importer un fichier .ts où, par exemple, vous avez déclaré des types et vous avez un programme exécutable à côté. Vous pouvez les importer de manière relative. À noter aussi, pardon, je suis allé un peu vite. Vous voyez, dans mes hashbangs là que j'ai mis pour lancer le script, j'ai des petits mots qui s'appellent allonet. Donc, je demande de la permission d'aller sur le réseau, puisque du coup, je vais aller chercher, je vais interroger une API, enfin, je vais faire un fetch sur une API, et j'ai demandé allo read parce que j'ai besoin de lire un fichier. Et en gros, par défaut, Dino, du coup, vous donne pas toutes les permissions pour exécuter votre programme, contrairement à Node.js. Donc, vous allez demander des permissions pour accéder à des ressources. Pareil, quand j'ai lancé le petit serveur précédent, là, mon Hello World, j'ai demandé d'accéder aux variables d'environnement parce que le deno.serve, il utilise les variables d'environnement système pour démarrer, et allonet parce que je vais exposer une socket sur le port 8080, donc je dois demander la ressource. Donc, c'est un des trucs qui arrive qui change un petit peu avec la donne, c'est que maintenant, il va falloir demander les permissions pour utiliser des ressources. Donc, allo env, net, je vous les ai présentés, read pour les fichiers, write si vous avez besoin d'écrire dans un nouveau fichier ou d'écrire sur des ressources. 6, alors c'est un peu particulier celui-là, c'est si vous voulez utiliser des libs pour, par exemple, étendre, incorporer, utiliser des libs bas système dans votre code. Et vous pouvez aussi vous mettre allo all, qui n'est pas forcément recommandé si on veut être sécure, mais du coup, vous serez à peu près comme fonctionne Node.js si vous faites ça. Donc, c'est quelque chose qui change la donne. C'est-à-dire que maintenant, quand vous lancez un programme et qu'à la fin, notre programme tourne dans Docker, bah, vous devez déjà, à l'intérieur même de la machine, enfin du conteneur, vous allez pouvoir mettre des niveaux supplémentaires de restrictions et de permissions. Il vient aussi, alors, avec son propre framework de test. Donc, il est supporté par Deno. Donc, en gros, Deno, les supporters de Deno veulent proposer des librairies standards. Ils veulent proposer tout un tas d'outils rétrocompatibles avec Dino et du coup, notamment le framework de test. Donc là, il y a framework de test et mocking. C'est du code qui est très classique dans les frameworks de test dans l'univers JavaScript et TypeScript, qui font des describes, des hits à la BDD. Et après, on peut très facilement refaire des tests. Donc, on est des software craftsmanship, on écrit du code, on écrit des tests. Pardon, je vous montre le test. Hop. Donc là, j'ai un test très simple. Je vous ai parlé que notre premier use case, c'était d'aller rechercher un utilisateur sur un identifiant. Donc là, on va écrire le test d'abord. On peut très facilement utiliser le describe, le hit. Et là, c'est un assert equal. Donc ça change un peu de ce que vous pourriez faire avec vitesse, où c'est expect quelque chose to equal autre chose. Mais globalement, ça fonctionne à peu près de la même manière. Alors ça va planter, je crois, mais c'est fait exprès. Pour vous montrer par défaut les tests quand on les lance comme ça, je vous montre vite fait un petit exemple des autorisations. J'ai lancé sans demander la moindre autorisation, donc mon test a planté parce qu'il fallait que je active le flag allo read pour aller lire un fichier source de dépendance que je veux tester. Donc là, je vous montre les imports de manière relative et c'est le code que je veux tester, pour lequel je demande l'autorisation d'aller lire pour l'exécuter. Et donc, si je reviens sur mon petit terminal, pour lancer, je peux faire deno test -allo read. Ça va lancer tous les tests. Et là, il me dit que c'est bon, c'est vert. Cool. Ensuite, hop. À noter. Alors évidemment, vous allez me dire, ah, Mathieu, c'est bon, on a fini avec le package.json. Non, pas tout à fait. En fait, on a un dino.json qui permet de configurer quand même un petit peu votre projet. Ça ne va pas être aussi tricky que ce qu'on a dans package.json, mais on a eu besoin de l'utiliser pour des trucs, vous allez voir, qui nous ont aidé à gérer de la compatibilité entre l'écosystème Node.js, avec des libs qu'on a utilisés qui venaient d'NPM, et notre code sous Dino. Alors déjà, vous pouvez utiliser ça s'appelle des tasks, pour faire des petits scripts. Et il y a la notion d'import map, où en gros, vous allez gérer vous allez déclarer vos imports sous un alias pour simplifier un peu vos imports. Un exemple tout simple, TSOA, c'est une lib qu'on a utilisée pour faire la partie couche d'exposition REST OpenAPI.
Et en fait, on avait besoin de faire parce qu'en gros, cette lib fait de la génération de code, et elle fait de la génération de code pour l'écosystème Node.js. Et l'écosystème Node.js, il veut du coup un import qui est TSOA runtime, pas npm TSOA runtime. Et du coup, on a fait une import map pour créer un alias pour dire à Deno, quand tu vois un import TSOA runtime, tu le résous pour aller chercher dans npm .tsa runtime. Du coup, notre code généré pour pour l'écosystème Node.js avec ce petit alias, hop, il fonctionnait direct tel quel dans Dino. Deno a une possibilité, alors on ne l'a pas creusé, d'être compatible avec le package.json, mais ce n'est pas très recommandé, enfin par Dino. Et du coup, alors je vais terminer sur Dino avec notre petit exemple. Bon, une fois qu'on a vu un peu toutes les différences qu'il y avait avec l'écosystème Node.js, on a implémenté notre premier petit exemple d'API. Donc là, j'ai un... Hop. Alors ça, c'est du code que je pourrais écrire. C'est rien de nouveau pour le coup. C'est du code qui expose qui expose une API en utilisant des décorateurs qui viennent avec le framework TSOA. Donc là, je n'ai même pas eu besoin pour la génération du code de gérer un alias sur npm TSOA. Dino se débrouille très bien pour récupérer l'ensemble des décorateurs pour générer ensuite du code qui en fait seront des routes express que je pourrais utiliser dans mon serveur Deno qui fait tourner Express et exposer mon API. Et après, le code qui reste, c'est exactement le même code que vous pourriez faire dans l'écosystème Node.js. Donc exposer une route sur /users avec un get sur un identifiant qui va me remonter. Là, j'ai un algo très très simple, c'est si c'est 1, 2, 3, il va me remonter un utilisateur, sinon j'aurai une erreur 404. Ce code-là est ensuite généré en... Ah oui, pardon, je termine. Il y a juste un truc qui va un peu changer par rapport à ce que j'aurais fait en TypeScript sur Node.js, c'est que là, je suis obligé de faire des imports avec des .ts à la fin. Par contre, du coup, notre code va être généré, là c'est le résultat de la lib, sous une forme de route express, et ensuite j'ai un... Pas rentrer dans les détails, c'est du code généré. Et ensuite, j'ai un petit serveur Dino qui démarre une app express et qui récupère les routes qu'on a générées et qui les expose derrière un serveur HTTP. Et donc là, je peux lancer mon serveur. Alors là, j'ai fait une tâche pour lancer mon serveur à ma place et il expose sur le port 8080. Et si je le lance et si je le recherche, ça devrait me retourner. Et voilà, ça marche. Et si jamais, hop, je me suis trompé, j'ai une 404. À noter, dans les petites succeries, on a été obligé, donc je vous montre vite fait le fichier dino.json qu'on a utilisé. Donc on a les import maps pour gérer quelques alias. Mais pour le coup, c'est là où ça commence. Ces histoires d'import, ça a été un peu tricky. C'est parce que comme le code qui était généré, en gros, fait des imports à la TypeScript, avec les modules TypeScript, sans les .ts, mais que Dino a besoin des imports avec des .ts, on a au milieu là un truc dégueulasse où on rajoute un petit sed pour mettre les .ts qui vont bien pour que le code puisse se compiler. Donc ça, c'est un des trucs bien crado qui nous a un peu trigger quand on l'a fait. On a râlé pendant une semaine, moi en premier, mais au final, on s'y est adapté et on a réussi à faire tourner le code qu'on voulait faire tourner. Voilà. Alors ensuite, on s'est dit, après les dinosaures, on va essayer les buns. Donc on a voulu tester bun. Bun, alors du coup, c'est pas fait par un monsieur de Node.js. Donc c'est un runtime aussi 100% TypeScript qui peut faire tourner du TypeScript nativement et JavaScript et qui est créé par Jared Sumner et qui est supporté par la société Oven. Et son objectif, c'était de réécrire un runtime 100% compatible TypeScript de manière beaucoup plus performante que Node.js, tout en étant rétro-compatible 100% Node.js. Et pour ça, il a trouvé un hack qui était d'utiliser le moteur WebKit, donc JavaScript Core, parce que ça avait été identifié que c'était plus rapide et efficace en gestion de la mémoire. Donc, Dino était en Rust. Là, il est développé en Zig. Et comme
normalement, il est complètement rétro-compatible avec Node.js, donc vous pouvez continuer d'utiliser NPM ou Yarn et avoir toujours les nodes modules. Mais il vient avec un package manager alors, qui s'appelait, vous en faites bon install et vous allez avoir un peu de package management. Mais on a préféré tenter le coup et de voir ce que ça donne en gardant complètement. Donc on utilise Yarn au quotidien, donc en continuant d'utiliser Yarn pour voir, en gros, si le code qu'on écrit, on pouvait complètement débrancher Bun et revenir sur Node à n'importe quel moment. Donc on a volontairement codé du code qu'on aurait pu mettre sur Node.js, mais dans Bun, en enlevant toute la quincaillerie qui transpile avec TSC du code JavaScript en TypeScript et qui met ça dans des répertoires temporaires pour tout packager. Ça, on a complètement viré pour voir ce que ça donne. Donc, alors, pour le coup, je rentre un peu moins dans les détails parce que là, si vous connaissez Node.js, vous allez pouvoir très vite vous retrouver sur Bun. Et en gros, si je refais un petit... Alors, du coup, comme on était parti, on a gardé les mêmes libs qu'on a utilisés. Ah oui, j'oubliais. La lib qu'on a utilisée TSOA, pourquoi on n'a pas utilisé un truc genre Nest.js? Parce que ça ne marchait pas avec Dino. Donc, on a préféré prendre une lib qui était compatible, donc qui était TSOA. Et du coup, quand on a testé avec Bun, on a gardé la même lib pour voir grosso modo quelle était l'expérience du développeur sur les mêmes stacks. Donc là, je vous apprends rien, hein, c'est juste du Express qui expose sur slash une réponse une réponse sur laquelle je mets Hello World en Bun et puis qui dit que c'est un serveur qui tourne sur le port 8080 et ça. De mémoire, je peux le lancer en faisant Bun. Ah non, je crois que j'ai des stacks, on va le lancer comme ça. Yarn run hello. Hop, voilà. Donc j'ai mon serveur qui tourne. Oui, je peux faire Bun directement le SRC. Et hop, oula. Effet démo, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? 80-80. Oh, bon, alors Bun, SRC, serveur.ts. Hop, et allons bon, qu'est-ce que je fais? Ah oui, bien vu, merci. Exact, c'est ça. J'ai oublié d'éteindre l'autre serveur. Merci. Toujours avoir un binôme, surtout quand on fait des bouts de live code. Et là, voilà, donc du coup ça tourne. En plus, j'en ai profité pour montrer. Vous pouvez aussi, juste avec Bun, alors par contre, il y a le package.json qui est là, il y a les nodes modules qui sont là, mais du coup, il prend du TypeScript directement et il le fait tourner. Encore merci. Ensuite, si on voulait refaire tourner le contrôleur tel qu'on l'a défini, c'est à peu près le même code que je vous ai montré la dernière fois, sauf que là, vous allez retrouver exactement ce que vous feriez avec Node.js. Donc on n'a plus les imports avec ECMAScript module avec des extensions, mais on a du code TypeScript classique. Et ensuite, les tests, on les avait fait avec Vitest. Donc Bun lance les tests Vitest, et ça marche. Et je peux, hop, là je le lance dans mon IDE, et ça tourne. Et enfin, le serveur, lui, c'est à peu près la même chose. C'est le code, alors on a instrumenté avec le package.json des tâches pour générer les routes que je souhaite exposer sur des fichiers TypeScript qu'on réimporte dans notre serveur et qu'on redémarre. Et on aura quasiment le même code. Et ce que j'ai fait tourner tout à l'heure. Et si je reviens sur mon terminal, hop, de mémoire, yarn run start, ça tourne, donc ça fait Bun, d'ailleurs même on y va, je peux même vous montrer plutôt comme ça, SRC server with API, et ça fait tourner mon serveur, et j'ai ma ressource REST qui doit encore fonctionner. Du coup, ça marche. J'ai oublié, les deux ont une image Docker qui est officiellement supportée. Et du coup, on a déployé les deux dans notre infrastructure Docker. Alors, sur Deno, sur Bun, c'est une image officielle. Je vais retrouver le Dockerfile. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être pas la dernière à jour, mais du coup, vous avez une image Bun qui repose sur une Alpine. Et sur Deno, pareil. Donc, du coup, il supporte une image officielle. Ça ne va pas être la dernière complètement à jour, mais grosso modo, ça fonctionne.
Et si j'en lance une, on va lancer celle de Deno. Hop. Je vérifie que cette fois-ci, on va couper celui. Je le lance. Normalement, mon conteneur, il est déjà prêt. Il lance du Deno en réexposant le truc en local. Et hop. Voilà. Et du coup, là, j'ai mon service qui tourne dans une image Docker avec du Deno en runtime. Et du coup, c'est cool, ça a marché. On a fait à chaque fois, on a fait notre premier use case avec de l'API Scheme, en fait, avec les 3 runtime. Et on a fait notre analyse. Dino, l'avantage, c'est que c'était plutôt pas mal en termes d'outillage que donne Dino par rapport à Node.js. Les perfs sont là. C'est quasi compatible avec l'écosystème Node.js existant, mais il y a encore des trucs qui ne sont pas encore prêts, mais ça commence à prendre en termes de communauté. Il y a déjà des retours d'expérience en prod, c'est quand même, on peut se dire, on peut être confiant pour partir dessus. Il y a encore un peu de bricolage, puisqu'on a bidouillé avec notre librairie OpenAPI, là, comme je vous ai montré avec le vilain sed au milieu. Et Bun, l'avantage, c'est que c'est dans notre test, alors il y a probablement des cas corner case qu'on n'a pas vu, c'était 100% compatible avec Node.js, un petit peu plus simplifié que l'écosystème NPM Yarn, mais il y en a encore pas mal. Mais par contre, c'est encore trop jeune. Et pour info, la vraie version stable de Bun, elle est sortie il y a 25 jours. Et du coup, le projet, on l'a fait il y a presque 6 mois, donc on est parti sur Deno. Et voilà. Et du coup, le Deno, il tourne en prod. Et pas officiellement parce qu'on a des noms de domaine à changer. Mais en tout cas, il tourne en prod avec déjà quelques clients. Et du coup, ça marche. Et voilà. Il me reste à peu près 3 minutes pour des questions. Oui. Alors, donc la question c'est TypeScript vient avec son fichier tsconfig et comment ça fonctionne dans l'écosystème Deno et Bun et est-ce que c'est toujours TSC? C'est ça la question. Alors Deno, il vient déjà avec des trucs tout prêts. Donc il faut dans le package dino.json, tu peux donner quelques petits trucs pour changer. Et sur la partie Bun, tu peux réutiliser ton tsconfig. D'ailleurs, je ne sais plus si dans mon petit exemple, j'en ai gardé un. Ouais, voilà. Donc en gros, là, j'ai mis... ça, c'est sur la partie Bun. J'ai pris un tsconfig un peu random qui traînait sur un de mes projets et je l'ai réutilisé. Donc avec Bun, tu pourras garder ton tsconfig, notamment pour imposer quelques normes sur le code. Sur Dino, tu peux t'en passer et on n'en a pas sur de mémoire. Avez-vous mesuré le coût de migration sur votre projet Node, de migrer vers Deno? Alors non, parce qu'en fait, on n'a pas migré, c'était une nouvelle stack. Enfin, pas une nouvelle stack, mais un nouveau composant dans notre SI. Et justement, l'existant, on ne l'a pas migré, on l'a laissé avec Node, évidemment. Donc là, comme c'était une brique standalone sur laquelle on démarrait avec de la feuille blanche, c'était le bon use case pour y aller. Donc on n'a pas mesuré le coût de migration. Alors techniquement, il y a sûrement plein de trucs à faire et je pense aussi un des coûts qui est très compliqué à mesurer, c'est que déjà à notre échelle, la petite équipe qui a bossé sur ce projet-là, bon, j'étais le plus vieux, c'est moi qui ai le plus râlé au début sur certains trucs. Donc j'estime qu'il y a probablement un coût humain aussi à s'adapter à ça. Et pour avoir un peu... alors je suis dans une équipe où on a beaucoup de seniors, et il y en a un qui m'a dit, fais gaffe, parce que le coût de migration et de passage à ces stacks comme Dino, à mon avis, n'est pas anodin sur une grosse base de code. Donc tu as le coût technique, mais probablement un petit peu de coût humain, parce qu'il y a certaines utilisations qui changent un petit peu. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais les coûts de migration, on a vu des trucs, on sent des trucs, mais on n'a pas testé sur le cas réel.
Au sujet des performances, vous indiquez que les performances sont là. Vous avez fait des benches, vous avez pu comparer les trois. OK. Et j'avais une deuxième question. Alors, oui, je répète juste pour... du coup, la question des performances, est-ce qu'on a benché? Non, en fait, on a... Parce que ce n'était pas un cas qui était vraiment très important pour le cas d'usage qu'on voulait faire. C'est juste du ressenti ou en gros. Donc j'étais pas très juste scientifiquement en disant que les performances étaient là. En tout cas, sur notre use case, comme c'est du provisioning qui se fait, pas de manière très intensive en fait. C'est quand un utilisateur arrive ou part chez des utilisateurs de nos applications, il faut les provisionner ou les déprovisionner en pingant notre API. Donc finalement, c'est pas un truc où ça va arriver toutes les secondes sans utilisateur, quoi. Donc, on s'est dit, grosso modo, sur les quelques cas de tests de QA qu'on a lancés, ça répondait correctement et ça nous semblait correct pour le cas qu'on voulait. S'il fallait faire une application beaucoup plus stressée, oui, il faudrait faire des benches. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait de bench. OK. Et l'autre question, c'était par rapport au packaging. Sur Node, c'est assez simple. Enfin, on fonctionne comme sur les autres projets. On récupère les dépendances, on les met, on les package, enfin en mode production pour éviter d'avoir trop de trucs. Sur Deno, il les télécharge en fait quand il en a besoin à l'exécution, donc dans un environnement isolé ou pas récupéré depuis n'importe où. Il peut cacher et packager. En gros, quand on le package en image Docker, on cache toutes les dépendances dedans. Et des fois, il y a un mode où tu peux retrouver les nodes modules et lui demander de les faire apparaître de manière très explicite pour les packager en image avant de la déployer, par exemple. C'est une des options quand tu lances Deno en ligne de commande. OK. Ben voilà. Merci. Du coup, les dinosaures ont battu les bonnes, mais voilà, c'est comme ça. Bon.